Aujourd'hui, nous entamons notre semaine avec un chapitre nouveau qui s'appelle déterritorialisation, c'est-à-dire sortir de son territoire. On a vu pas mal de photos des années 80, de la peinture qui est revenue et qui joue avec ses codes et avec ses signes. Et en un sens, si je dois présenter le sujet du jour, je vais le traiter sans doute en deux fois parce qu'il est complexe. On pourrait dire simplement que c'est l'histoire du hip-hop ou l'histoire de la peinture ou du graffiti. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est que, alors déjà, cette histoire-là va me permettre de vous montrer des artistes qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Voilà. Et on va voir quelques-uns qui ont réussi à y entrer par quelques subterfuges, notamment John Wan, Kessaring, qui est caché là. On verra dans la semaine Jean-Michel Basquiat. Donc, une culture en marge qui naît aux États-Unis, et pas qu'à New York, hein, on va voir que ça vient ailleurs, qui va, comme toutes les cultures alternatives, justement, faire tout ce qui n'est pas la culture officielle avec des codes à elle. Et l'image de fond du bureau me permet de rappeler que il y a la façon de jouer la musique avant que ça s'appelle un sample par les disc jockeys, la façon de parler sur le rythme qu'on va appeler rap, le graffiti, mais il y a aussi, on les voit, on appelle ça des b-boys, et le photographe s'appelle Jamel Shabazz. C'est quelque chose qui est peu étudié et qui m'intéressera de revenir dessus, c'est les fringues, en fait, l'attitude, la posture, tout un tas d'éléments qui font partie, qui vont nourrir la danse, qui vont nourrir la mode, et qui est très peu étudié, puisque avec le temps, ce qu'on a appelé le hip-hop, qui s'est construit autour de cette alternative, a fini par être, et c'est l'enjeu, à force d'être en marge, récupéré dans le centre. Et ce rapport marge et centre, c'est aussi une façon de parler de ce qu'est l'art contemporain, comment on le range, dans quoi on le met. Et ça, c'est un des enjeux qui est compliqué, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous raconter qui sont soit des histoires parlées, soit des choses qu'on trouve sur Internet, sans doute pas des choses qui sont beaucoup enseignées à l'université encore, ou alors encore, et c'est très étonnant, mon sujet du jour, le tag va me permettre de le dire, par des points de vue sociologiques, c'est-à-dire le rapport du hip-hop au quartier difficile, à la politique de la ville, qui est une vraie construction juridique des années 80, on va dire, avec les premières révoltes de banlieue en France. Mais cette idée que d'associer un quartier à une culture, qui, quand on la regarde initialement, on va regarder ça aujourd'hui, on va regarder demain aussi ce rapport à la danse, ce rapport aux fringues, ce rapport à la musique, et ce point commun avec Kessaring et Jean-Michel Basquiat, qui sont un peu les deux qui ont l'air d'être de cet univers-là, mais en fait, pas du tout. Donc là, ce qui m'intéresse dans cette recherche-là, c'est on est sur la marge de l'art, on est sur quelque chose qui est peu étudié, et donc il va falloir à la fois que ça vous donne l'occasion, si vous ne connaissez pas du tout, d'avoir envie d'entrer dedans, mais aussi pour moi d'avoir une espèce de réserve dans le fait que tous ces éléments-là sont immergents. Je les pioche, j'essaye de faire des liens entre eux, et avec le peu que je peux rassembler. Ce qui fait que nous parlerons de cette représentation de la ville, ça fera une petite révision. Cette naissance du tag qui est absolument pas étudiée du tout, il n'y a pas de livre sur le tag. En France, il y a un livre de descente interdite sur les graffitis du métro, le nom va me revenir, et sinon un livre sur le tag en tant qu'élément sociologique de Alain Vulbeau. Des magazines, il y en a plein, des sites internet, il y en a plein, mais on a assez peu d'écriture. Je vais sur cette idée de tag, c'est-à-dire la signature, je vais expliquer en quoi ça consiste, parce que ce n'est pas une image. Et parce que quand on fait quelque chose comme ça, on peut être vu comme un vandale qui dégrade, ce qui est exactement le cas, c'est absolument interdit, et c'est poursuivi juridiquement, fortement même. Et à partir du moment où il y a déjà de la couleur, à partir du moment où c'est pas juste un petit nom comme celui-là, on est dans une étape numéro 2 qu'on va appeler du lettrage, si vous voulez bien. Je vais vous dire en quoi ça se différencie. Puis l'étape d'après, c'est celle de l'image. Et donc on est dans quelque chose qui est nommer, écrire son nom sur le mur de façon interdite, qui est finalement, avec le temps, depuis 77, accepté un petit peu quand c'est très coloré et très joyeux,
est complètement refusé quand c'est un tag, c'est-à-dire juste une signature. Alors que la question de savoir si ça a une valeur artistique ou pas est au cœur de notre sujet. Donc là où je prends 3 précautions, j'en ai fini sur l'introduction, il n'y a pas toutes les infos, c'est pas dans l'histoire de l'art, ce que je vais montrer, premier problème. On ne sait pas tout à fait si c'est de l'art parce que c'est pas parce que c'est joli ou coloré que ça va le faire. Et en plus, comme c'est une histoire parlée avec peu d'informations, ce que je vais dire est une façon pour moi d'interpréter ce que je vois, de trouver un sens et de mettre des fils les uns avec les autres. Alors, un petit retour en arrière tout à fait mignon, qui paraît un long retour en arrière, c'est ce travail avec la ville de tous les artistes qu'on a vus. À la fois la première représentation de la ville de Lorenzetti à Sienne sur le mur dans la salle des Neufs, qui va être l'occasion d'un très beau texte de Patrick Boucheron sur Conjurer la peur, qu'on retrouve sur le palais, on va dire comme la mairie de Sienne, entre guillemets. Cette représentation de Simone et Martini qui fait qu'on a montré la ville. Mon sujet du jour sur le tag n'est pas tout à fait en rapport, mais comme je vais faire 3 séances avec Basquiat, avec cette façon de montrer des images nouvelles, ce qui est attribué, on n'est pas toujours sûr, à Piero della Francesca avec l'invention de la perspective, à la première Renaissance, on va dire avant 1500, est une façon de montrer l'espace urbain qui s'est énormément développé à partir de 1200. On le retrouve chez Raphaël. Là, c'est Pérugin, son prof. Les rigueurs du duc de Berry en 1400 avec la connaissance de vrais lieux, puisqu'ici on est à Dourdan, à Étampes, bien sûr, on est en août, à la base de loisirs, on peut se baigner, à Dourdan ici. Voilà, les possessions du duc de Berry, c'est-à-dire il avait des châteaux, donc il demande à ce qu'on représente la réalité telle que. On le retrouve chez Van Eyck avec des images de villes absolument identifiables, même si on a le peintre, en voulant montrer la Vierge Marie et l'enfant devant, pour la première fois, un donateur de la même taille, de la même grandeur, il donne une importance énorme au monde réel. Et donc le monde réel entre dans la peinture par le fond, par la marge en fait, toujours, à la fois par la qualité de représentation des oiseaux, fleurs, personnages, architecture. Cette représentation de la ville devient un sujet au XVIIe, XVIIIe en soi, qui fait que des gens comme Hubert Robert vont à la fois représenter la ville réelle, l'intérieur du Louvre qui s'est développé, et puis une sorte de projection de la ville future possible, ou de la ville impossible, avec cette espèce de goût pour les ruines, qui fait qu'on a, même quand c'est tout pété, tout détruit, et que sur la droite, l'esclave endormi de Michel-Ange est en ruine, et ben, il y a toujours un peintre, un urban sketcher, un mec qui est par terre assis dans la rue, qui est en train de gribouiller pour en faire quelque chose. Une espèce de jeu avec le temps, avec ce que la ville nous raconte. En fait, la ville, elle est une construction intellectuelle, et en même temps, elle est du temps accumulé, le temps que les humains y vivent, la traversent, la marquent. Et avec ce XVIIe et plutôt XVIIIe siècle et ce goût des ruines va se développer, par exemple, une notion comme le tourisme, qui fait qu'on va aller dans des endroits, essayer de retrouver quelque chose que la ville a à nous raconter, une espèce de géographie et d'histoire mélangée. Ce qui fait que les images qui se fabriquent, je prends un biais exprès pour faire ce parcours, c'est que le thème de la ville est un prétexte pour parcourir pas seulement l'histoire de la peinture, ici c'est Piranèse, qui va faire des gravures de monuments romains, et puis elles vont circuler pour être collectionnées, achetées. On est dans l'image multiple qui fabrique la modernité en art, de 1800, là où j'avais commencé, jusqu'à 1950, on va dire, les idées d'images multipliées. Mais le prétexte de la ville permet de voir qu'il y a une sorte d'histoire culturelle du regard, ce que j'essaye de raconter depuis une semaine ou deux, qui regarde quoi. À la fois, c'est vrai, c'est mis en situation et c'est complètement reconstruit. Cet arc de triomphe est bien en détail par Piranèse, et en même temps, il est une sorte de situation de la vie des Romains à cette époque-là. Et à la fois, Piranèse peut inventer quelque chose qui fascinera les surréalistes, c'est-à-dire des fausses prisons, des sortes de mondes imaginaires qui plairont beaucoup aux surréalistes d'abord et
aux créateurs de science-fiction dans un monde, maintenant on dit utopie, dystopie, c'est-à-dire on n'a pas très envie d'y aller. Quelque chose qui est à la fois le regard sur le monde qui nous entoure et une sorte de projection sur ce que le monde peut devenir après. Et voilà l'enchaînement, les passages qui intéressent beaucoup Walter Benjamin, l'enjeu de la ville passante comme symbole de la modernité, donc des endroits où il y a des gens qui passent, à tel point qu'il n'y en a plus qu'un qui marque sur la pellicule de photo, à tel point qu'il y a des zones entières, ça c'est Gustave Doré qui nous montre la traversée de Londres en train, ça m'a pas l'air très très joyeux d'habiter là-dedans. Mais toujours cet angle social qui fait que quand on va montrer, j'apprécie toujours cette remarque de François Bon avec nous, voilà, s'il y a banlieue, c'est déjà une notion, on a déjà une pré-image d'avance. Et on est obligé, quand on va parler de graffiti, quand on va parler de tags, qui sont proches du vandalisme, avec des endroits pas autorisés, forcément, il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'apprentissage de la peinture par des écoles d'art quand on fait du graffiti. Tout va s'apprendre par copie, cooptation, piratage, recouvrement, destruction, bagarre. On est dans un lieu alternatif qui explique pourquoi il n'y a pas de reconnaissance, c'est que ça pousse dans la marge. Et on a souvent la représentation de la banlieue, c'est pour ça qu'elles vont se retrouver ensemble, dans le fait qu'on est dans des lieux hors du centre, en fait, hors de banlieue, voilà, c'est le lieu autour, hein, qui fait qu'on n'est pas dans le centre. Et on n'est pas déjà dans des... Ici, c'est Monet qui représente la gare Saint-Lazare. On n'est pas dans des lieux qui sont habituels à être montrés, même pour la peinture d'observation réaliste comme les impressionnistes. On a des bouts de maison, on les voit à peine. Mais en plus, on est dans la marge, c'est-à-dire dans des coins autour. Comme le montre très rarement la peinture impressionniste. Ici, un peintre plutôt à gauche révolutionnaire, Maximilien Luce, qui va montrer les faubourgs de Montmartre, avec à la fois les jardins ouvriers, les maisons ouvrières et puis les cheminées. Finalement, ce que montre la peinture est toujours un sujet d'intérêt aussi. Il ne s'agit pas qu'une sorte d'histoire des styles ou une succession des ismes. Il s'agit aussi de voir qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est digne d'être montré. Voilà. Ici, si vous plissez les yeux très fort, vous verrez la fête foraine la nuit, avec la petite dame qui est sur son stand, avec les lampions autour et la préparation de gens qui viennent acheter une sorte de barbe à papa. On va montrer la ville du dessus, on va montrer la ville violente, on va intégrer la ville au monde de la bande dessinée, qui naît à ce moment-là, la déformer avec les expressionnistes allemands, jusqu'à en faire de magnifiques collages. On est chez Moholy-Nagy, un des professeurs du Bauhaus, c'est-à-dire le chaos de la ville. En fait, la ville, c'est l'endroit de l'accélération, l'endroit où tout le monde se croise, où il y a du bruit, où il y a des échanges, où il y a de la violence, où il y a de la drague, de la séduction. Même chose avec cet hyper-réalisme américain, c'est-à-dire la ville, c'est aussi le lieu de la fascination complète, de voir qu'est-ce qui est... c'est une peinture de Richard Est qui montre le défi de la peinture face à la photographie. Et aussi des lieux urbains qui sont assez peu dignes d'être peints jusque-là. Voilà, le changement se fait. Et puis, je sors de la peinture puisque les dernières choses que je voulais montrer sur ce rapport à la ville qu'on a déjà regardé par petits épisodes, ça me permet de faire un cycle, c'est à la fois chez Guy Debord cette idée de psychogéographie, le découpage de la carte qui me fait montrer les endroits de la ville que j'aime bien, la part des situationnistes dans les revendications de 68, dans le fait que les slogans sont une façon d'interpeller politiquement le public. Voilà, aller dans la rue, c'est une façon aussi d'exposer autrement son travail quand on fait des images, mais par les mots, d'interpeller. Et je l'ai dit sur John Giorno, qui va s'intéresser juste au texte. Ça, c'est une traduction repeinte par Leke Sowat au Palais de Tokyo, mais John Giorno, qui est proche de Andy Warhol, va faire de la poésie dessinée, peinte sur les murs, en très très grand. J'ai montré Daniel Buren, qui en 69 venait couvrir des publicités. Voilà, le in situ se fabrique dans la ville pour sortir du musée, pour être moins élitiste, pour être plus en rapport, quelquefois révolutionnaire, avec le monde réel, pour aller contre ce système marchand, et pour créer la surprise aussi, et puis parce que c'est l'endroit où l'espace politique absolu, donc on a vu ça avec Pignon Ernest la semaine dernière,
Les images, j'ai oublié de le préciser, les images de corps sont une façon de réunir la commune et le métro Charonne en même temps, comme une espèce d'interpellation révolutionnaire. Donc le fait d'exposer dans la rue va avoir un sens. Mais le glissement sur lequel je dois insister maintenant que j'aborde mon 2e sur 4, c'est que le tag que je voudrais montrer aujourd'hui, je commence par lui parce que c'est lundi, vous êtes en forme, il n'est pas la facilité de l'image en fait. Il n'est pas la force, la puissance que Pignon Ernest prend en décidant de mettre des corps, et des corps très réalistes. Quand on fait un mot, quand on écrit quelque chose, on est dans quelque chose qui est à la fois plus simple techniquement, plus simple alors intellectuellement, mais en un sens plus conceptuel, c'est-à-dire plus intellectuel. On va écrire un mot qui dit il est interdit d'interdire. C'est pas un décor. Est-ce que c'est de l'art d'écrire un mot? Et avec tout ce qu'on a vu jusque-là, on pourrait dire ça, oui. On pourrait dire que la façon d'interpeller peut être quelque chose de poétique, c'est le mot qu'employait Pignon Ernest. La façon de couper une maison comme chez Mata Clark est une façon de montrer l'espace qui est autour quand il va disparaître, avant qu'il ne disparaisse, comme une espèce de prise de conscience de tout cet environnement qu'on a autour de nous. Mais ce qui m'intéresse chez Pignon Ernest, dans cette image-là, c'est aussi que le glissement du jour et des 3 jours qui viennent, c'est en quoi une image est un signe, en fait. En quoi il y a une image, un type qui est percuté, qui a l'air d'être blessé, qui est percuté derrière une vitre. Donc on a déjà quelque chose qui signifie, c'est pas juste un bonhomme, c'est un bonhomme derrière une vitre, donc il y a une balle, donc ça raconte quelque chose. Et puis il y a un signe, une flèche. Et c'est là où l'image, on peut jouer avec les mots parce que c'est assez compliqué ce sujet. Et l'Empire des signes, c'est un livre de Barthes. Est-ce qu'une publicité, c'est une image? Est-ce qu'une écriture, c'est une image? Est-ce qu'une page de livre, c'est une image? Si on peut jouer avec les mots, on pourrait dire que c'est un signal, ce qu'on voit là. On peut jouer avec le mot signalétique. Dans la ville, c'est plutôt pas mal et elle est juste au-dessus là. Et est-ce que ce qui est ici est une image? À première vue, si on va vite, oui. Et pourtant, on est dans l'élément le plus simple possible. Donc, est-ce qu'un texte écrit reproduit sur le mur est une image? On va voir. J'en finis avec Buren, qui, vous vous en souvenez, va jouer avec ce in situ sur l'île à Nantes comme intervention directe. Ça, c'était mon premier élément. Mon 2e élément, c'est cette idée d'écrire sur les murs et l'histoire que ça a avant d'être du tag. Mon 3e sera la naissance du graffiti et j'aurai l'occasion, dans le 4e, justement, de montrer des artistes de ces débuts du graffiti et notamment un équivalent cinématographique avec Stan Brakhage. Je suis dans les temps. La question qui se pose très souvent sur cette histoire du graffiti, c'est est-ce que le graffiti commence dans les grottes? C'est-à-dire l'idée de peindre sur les murs pour faire un signe, avec quelque chose qui est très important à dire dès le début, on est dans la grotte Chauvet ici, c'est qu'il y a là à Pont d'Arc l'idée qu'on peut juste mettre des points, des signes, des signaux pour communiquer. Alors, il y a quand même encore ambiguïté. Là, on a une trace de main. Donc, je joue un peu, mais c'est pas qu'une blague. Correction, degré 0 de la peinture. Voilà, mettre des points, 1 sur 20. Mettre sa main essoufflée, c'est déjà pas mal, 8 sur 20. Voilà. Dessiner des bonhommes, 15 sur 20. Si on se place dans la représentation du monde, on a tendance, c'est pour ça que c'est une plaisanterie, à valoriser la capacité d'attraper le monde extérieur. La valeur artistique, si on prend du recul, entre ça et ça, il n'y a pas de différence. Du point de vue signal, du point de vue signification, il y a quelque chose d'aussi complexe que de mettre sa main, de mettre de la peinture dans sa bouche et de souffler. Très très bizarre, faut être motivé. Deuxièmement, pour qui? C'est-à-dire qui va voir ça? Est-ce que ce sont des lieux d'initiation? Est-ce que ce sont les historiennes de l'art féministes américaines dont j'ai parlé à propos de cette place des femmes dans l'histoire de l'art ont beaucoup investi le monde préhistorique, d'études préhistoriques, et se sont rendus compte qu'il y avait des mains de femmes, beaucoup plus qu'on ne croyait, et des mains d'enfants, donc que
que cette espèce de quête d'aller dans un endroit où il n'y a personne en rampant avec une difficulté d'accès invraisemblable puisqu'on a des blocs qui obstruent, que l'entrée se fait dans des conditions difficiles. Ça peut être des lieux d'initiation pour apprendre à peindre ou pour apprendre quelque chose de sacré. Ça peut être des choses qui seraient transmises de génération en génération. En tout cas, on est à la fois sur de la représentation extérieure, c'est ça qui fait qu'on a un point commun avec nos graffitis qui vont venir, et une grosse différence, il me semble, c'est celle de ne pas être dans un espace public, de ne pas être dans la ville, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est fait pour quelques-uns, et pour être, entre guillemets, une espèce de musée en petite quantité. De ce point de vue-là, il me semble que ces grottes ne font pas partie de notre histoire du graffiti. Et je m'empresse de dire que c'est mon analyse, puisqu'il y a deux courants un petit peu dans cette possible histoire du graffiti qui est en train de se fabriquer. Je viendrai, mais pour faire court, le street art, c'est pas du graffiti du tout. C'est pas la même chose. Ça va avec les réseaux sociaux, ça va avec les images. Suivez nos balades en extérieur, préfiguration.com, publicité. L'idée que ça soit dehors et que ça interpelle le monde fait partie de cette idée de graffiti. Et là, le point, alors ça c'est la différence, là on est dans un lieu clos, en un sens fermé, mais un lieu qui envoie un message dessiné précisément ou très simplifié, dont nous-mêmes ne savons pas forcément lire. Est-ce que c'était un point à chaque fois qu'on passe? Est-ce que c'est un type d'écriture? Est-ce que c'est une sorte de prouesse d'un passage humain qui dit « j'étais là » Là, il y a des points communs avec le graffiti, c'est-à-dire Cornbread, qui est l'inventeur de ça, c'est un petit gars sans formation artistique qui dit il y a de la pub partout, je vais faire de la pub pour moi. Et comme de toute façon, vu mon origine sociale, ma couleur, ma formation, je risque pas qu'on parle de moi, ben, je vais le faire moi-même. Même si c'est vandale, je vais couvrir la ville de mon nom. Là, il y a quelque chose de commun. Donc, il y a, entre l'analyse de la trace qu'on veut laisser, un signe compréhensible, partagé par plusieurs, sur des espaces publics, et l'idée d'une espèce de grand jeu ancestral. Les hommes ont toujours voulu laisser une image d'eux depuis la nuit des temps. Il me semble que ce n'est pas tout à fait le même sens, et ça ne donne pas la même optique pour les qualifier. Tout simplement parce que dans ce que je vais vous montrer, j'ai choisi de montrer des choses qui sont de l'écrit, et donc qui ne sont pas très sexy à première vue, pas très vendables. On en a une deuxième trace, parce qu'on peut faire une histoire ancienne, hein, et il y a quelque chose d'important à noter, c'est que dans cette envie d'institutionnalisation, de reconnaissance du street art, que je ne mets pas dans le graffiti, dans cette envie précédente du graffiti, pour pas montrer qu'on est des délinquants vandales et qu'on fait n'importe quoi, on dit, bah, attendez, depuis des milliers d'années, on faisait comme ça. Le processus d'artification que j'ai décrit en suivant le livre de Shapiro et Heinisch sur le cinéma est à l'œuvre ici, c'est-à-dire plus il y a d'antécédents, plus ça va avoir du sens, plus ça va avoir de la force de dire ben oui, on dessine sur les murs depuis très longtemps. Vous savez qu'à Pompéi, il y eut des cadavres pris dans la lave dans une ville magnifique à découvrir, qui a été complètement prise et qui est petit à petit redécouverte avec des choses qu'on voit aujourd'hui seulement, dans laquelle on a trouvé des peintures, mais dans laquelle on a aussi trouvé un gladiateur, vous voyez, son casque, son corps, ses protections, gravés. Alors gravé, c'est intéressant parce que bah, c'est du trait à première vue. Et c'est là où je vous propose, si vous arrivez à avaler le fait que ce vandalisme pourra avoir une vertu, je redis, problème sur l'histoire du tag, il n'y a rien. Il y a juste Vulbo sur la sociologie des tags qu'on a vu passer vite fait, qui s'était mal intercalé. Voilà, en plus du tag au tag, on est dans une espèce de jeu de mots qui n'est pas très valorisant pour montrer qu'il y aurait de la création. Et donc tout ça est vandale, c'est moche, on le met de côté. Moi, je fais l'hypothèse que ça pourrait être, que c'est de l'art et que le travail de l'étudier va consister d'abord à regarder la façon dont c'est fait. Ça ne doit peut-être pas vous arriver souvent, et puis je n'ai pas le droit de vous dire de le faire, c'est évident, mais si vous gravez votre nom au compas sur une vitre de RER, effectivement, votre capacité de mobilité, de dessin va être limitée. Et puis, un élément qui joue beaucoup quand vous faites quelque chose d'illégal, c'est qu'il faut aller vite. C'est pour ça que la bombe va arriver dans notre histoire. Par contre, cette idée de le regarder visuellement ou intellectuellement va être intéressante, puisque
Dans l'autre graffiti qu'on a conservé de Pompéi, on a une caricature. Apparemment, de Rufus, qui, avec son petit laurier autour de la tête, doit être quelqu'un d'important politiquement. On a du graffiti très tôt comme moquerie, comme revendication sociale. J'étais là à cet endroit-là, comme machin. Mon président a les fesses bleues, vous voyez, un truc qui fait que je me moque d'un camarade, j'ai pas donné de nom, et qui fait que j'ai envie peut-être de laisser une trace à long terme ou peut-être que c'est juste ponctuel. Le fait qu'on en trouve un élément plus tard va changer tout, même si on le devine là, il y a le nom au-dessus. Il y a un dessin, il y a le nom. À Pompéi, on trouve aussi des bateaux gravés, dont on a, avec le temps, pu faire une sorte de décalque pour retrouver un élément. Soit dit en passant, sur le dessin à droite, on n'est pas sur le petit gars qui fait des Mickey et qui ne sait pas dessiner. Hein. Sur la façon de représenter le déplacement, un début de perspective, on n'est pas sur un truc de moche vite fait. Encore plus intéressant au IIe siècle, un âne crucifié. On a un commentaire d'Alexamenos, adore son Dieu, suggère que ce dessin raille un Romain converti au christianisme, c'est-à-dire un truc comme un âne. Le message politique du graffiti fait partie de la condition du graffiti. C'est là aussi, il me semble qu'il y a, quand quelque chose est fait pour être vandalisé avec mon propre nom comme Cornbread, il y a quelque chose de politique, c'est-à-dire je veux occuper l'espace qui n'est pas le mien. Que vous trouvez ça bien ou non, c'est ça la démarche. Et quand on se moque de quelqu'un aussi de cette façon-là, il y a une sorte de discours politique assez fort. On saute en 1100 autour de l'église de Mont. On y trouve dans le frais des murs des petits dessins qu'on appelle graffiti. 1100. Avec une sorte de représentation simple qui a beaucoup plu à Dubuffet et à son art brut. Un art sans le savoir, vous vous rappelez, c'est-à-dire un art qui est dans la marge avec pas d'école pour l'apprendre. C'est important que je vous dise ça parce que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de musée, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'études historiques, universitaires sur le tag vraiment, et c'est aussi ce qui fait que ça ne s'apprend pas dans les livres en fait. Ça ne s'apprend pas. Enfin, si vous dites à un tagueur qui va suivre un cours, un stage aux ateliers d'art plastique d'Evry, il va dire c'est sûr que c'est nul, c'est sûr que c'est pas bon. La récupération ne va pas avec cette pratique. Et en même temps, la récupération fait que je suis en train de vous en parler. C'est-à-dire que des gens extérieurs commencent à dire tiens, qu'est-ce que ça signifie, comment c'est fabriqué et pourquoi. On saute dans le temps avec ce merveilleux restif de la Bretonne, 1785. Pourquoi? Alors là, on est en pleine littérature, mais sur quelque chose qui est incroyablement intéressant, c'est que ce monsieur de l'époque révolutionnaire va, sur son domaine de l'île Notre-Dame, déambuler, notamment la nuit, et de ce qu'il note, de ce qu'il a vu dans la nuit, voilà encore un sujet en marge, la nuit, on pourrait en faire quelque chose directement, sur l'histoire de la peinture de la nuit, c'est une sorte de fil qui fait regarder tout à fait autrement les images. Non seulement il va raconter ce qu'il fait la nuit, mais il va raconter ce que pour la première fois, quelqu'un, entre guillemets, savant, reconnu, va faire sur les murs, c'est écrire son nom. Mais en le gravant avec, voilà, on est en 1764, si vous allez sur la place des Vosges, il n'y a qu'à tourner, bientôt vous aurez le droit d'y retourner, et sur un pilier gravé, datant de cette époque-là, par Rétif de la Bretonne, il le dit lui-même, son nom Nicolas, avec quelque chose qui est très chouette visuellement, c'est la typo en fait. C'est-à-dire il est une typo en capitale, comme on écrit quand on a le temps déjà et quand on lit. On n'est pas dans une écriture sauvage, simplifiée, sans formation. Si vous avez l'occasion de lire ça, c'est absolument passionnant. Mes inscriptions, c'est le livre d'inventaire, 1889, il mettra du temps à être republié, d'inventaire des graffitis qu'il a notés partout. Donc on a, si on veut, une sorte d'histoire du graffiti, le résumé, c'est que ça entre par plein de domaines différents d'Inde. On a une dernière chose que je veux offrir à tous ceux qui aiment la poésie, parce que ça, c'est vraiment une merveille.
Alfred de Musset est emprisonné en prison et il écrit un poème à ce sujet. Dans ce poème, on va en voir des bouts parce que c'est trop beau. On dit triste comme la porte d'une prison et je crois le diable m'emporte qu'on a raison. D'abord pour ce qui me regarde mon sentiment et qu'il vaut mieux monter sa garde décidément. Je suis depuis une semaine dans un cachot et je m'aperçois avec peine qu'il fait très chaud. Vous le retrouvez en entier, je vais être obligé d'avancer. Je vais bouder à la fenêtre tout en fumant, le soleil commence à paraître tout doucement, c'est une belle perspective de grand matin que des gens qui font la lessive dans le lointain. On a une entrée du quotidien dérisoire dans la poésie qui est merveilleuse, qui fait qu'il va être le premier à parler des graffitis, sous forme reconnaissable poétique. Ceux à qui ce jour tranquille est inconnu ignorent l'effet d'une tuile sur un mur nu. Je n'aurais jamais cru moi-même, sans l'avoir vu, ce que ce spectacle suprême a d'imprévu. On dirait une histoire de la peinture avec les impressionnistes maintenant. Pourtant, les rayons de l'automne jettent encore sur ce toit plat et monotone un réseau d'or, et ces cachots n'ont rien de triste, il s'en faut bien. Peintre ou poète, chaque artiste y met du sien. De dessins, de caricatures, ils sont couverts. Ça et là, quelques écritures semblent des vers. Là, il est gentil avec les sortes de graffitis ityphaliques et pioupiesques. Chacun tire une rêverie de son bonnet. Celui-là, Vierge Marie, l'autre un sonnet. Là, c'est Madeleine en peinture, pieds nus qui lit. Vénus riche sous la couverture au pied du lit. Une Andalouse assez gaillarde, au cou mignon, et dans un coin qui vous regarde d'un air grognon. C'est assez joliment dit, elle a l'air bien à poil, la gaillarde. Celui qui fut, je le présume, ce médaillon avait un gentil brin de plume à son crayon. Ensuite vint un paysage très compliqué, des odalisques, et voilà. Les peintres font-ils à leurs très grands périls et risques jusqu'au plafond? On va voir que les taggers entrent de nuit dans des entrepôts pour peindre sur des métros. Et j'en viens à mon argument ultime quand on dit c'est quand même dégueulasse de recouvrir des lieux. Alors on va dire oui, mais quand un gamin de 15 ans, alors je vais faire exprès de caricaturer le côté illégal de la démarche, vole des bombes de peinture, entre illégalement dans un entrepôt qui n'est pas à lui, évite d'être pourchassé par des gardes avec bergers allemands pour peindre, il a une certaine motivation. Pas en train de voler, mais en train de peindre son. On peut au moins lui reconnaître de la mégalomanie forte, mais cette envie d'être dans un endroit avec l'idée de défi, avec l'idée de testostérone, avec l'idée très masculine du rapport à la ville, d'être le premier qui va recouvrir celui des autres, mais on a quand même une pratique qui ne peut pas être juste qualifiée d'anecdotique, il me semble. C'est pour ça que les très grands périls pour peindre une dame toute nue jusqu'au plafond, c'est toutes ces lettres effacées parlent pourtant, elles ont vécu ces pensées, fût-ce un instant. Et ce serait un peu long. Vous n'aurez pas la conclusion, c'est trop mignon. Un musée du graffiti à Marcilly qui montre qu'il y a un début d'artification, qui montre aussi qu'il est très faible et avec peu de moyens, c'est-à-dire des copies, des empreintes qui sont faites sur les murs comme à Monks, des photos de tous ces lieux, qui montrent à Marcilly des tas d'empreintes ou de creusements de tous ces dessins les uns par rapport aux autres, les murs de Bétarame, la maison des graffitis qu'il faut aller visiter. J'en viens à notre époque moderne, puisque c'est un peu long, mais ça vaut le coup. On a aux États-Unis un bout de mur, on est en 1858, juste avant d'entamer cette grande traversée du désert, avec des tas de gens qui ont mis un dernier mot avant de partir. On peut être en 1869 ou en 1961. Une sorte de mausolée du temps qui va passer par l'écriture. Qui fait qu'on a ici plutôt quelque chose de symbolique du temps, symbolique d'une espèce de cérémonial, plutôt qu'une trouvaille d'originalité d'écriture ou de typo, même si on voit bien que la façon différente d'écrire suppose une différence de personne. On est toujours en 1859 dans des endroits qui quelquefois sont, voilà, on a 1857, quelquefois qui sont assez travaillés. Je saute dans le temps avec quelque chose qui va avec notre histoire de la peinture en extérieur, qu'on avait déjà vue. C'est celle de Diego Rivera, l'ami de Frida Kahlo, et de la peinture mexicaine et du muralisme. C'est-à-dire de peindre sur les murs directement pour raconter une histoire à des gens qui ne lisent pas ou à ceux qui n'auraient pas de savoir pour s'y retrouver. Et puis une dernière chose qui va nous amener à la naissance du graffiti, c'était long, mais
ça valait la peine puisque cette histoire n'est jamais racontée, donc comme ça, c'est diffusé. C'est cette idée de quelque chose de très étonnant que vous connaissez peut-être, venu de ce Victor de Lavallée pendant l'occupation. Ce monsieur dit que le mouvement, le geste, alors vous voyez, je suis en train d'analyser des lettres, des écritures qui intéressent personne, mais une histoire des gestes, une histoire de la danse, on va voir demain que ça continue, c'est pas si simple. Il propose que, de façon imperceptible, le geste qui fait qu'on serait au courant qu'on est résistant, c'est celui-là. Le V de la victoire s'invente par ce Victor Lavallée qui est belge, qui est ministre de l'Éducation et qui a un petit hommage dans une vitrine sur un musée qu'on retrouve chez des gens un peu plus connus qui ont aidé à la diffusion du truc. C'est cette idée qui est une histoire du geste. Déjà, je trouve ça assez amusant, mais ce qui devient passionnant, c'est que par exemple, imprimer un V sur un timbre est une façon qui ressemble beaucoup à Sildo Meirelles, l'artiste conceptuel qui avait pris des bouteilles Coca, écrit des slogans politiques et puis re-injecté dans le circuit son texte. Voilà. Si on imprime sur un timbre, on est en train de dire il y a des résistants autour de nous et ça circule. Impossible de savoir qui l'a fait, impossible de le retrouver. L'anonymat fait partie aussi du truc et il est une façon de diffuser un signal qui va être vu par beaucoup de gens. Ce qui nous emmène dans notre histoire du graffiti d'aujourd'hui, c'est celui-là, dès 42-44. Il y aurait, alors on a du mal à l'identifier, c'est une sorte de légende urbaine, un soldat qui s'appellerait Kilroy, qui chaque fois qu'il était dans un lieu, en France notamment au moment du débarquement, écrit partout Kilroy était ici. Il l'écrit ici avec un petit bonhomme. Et ce Kilroy va être, c'est là où ça devient très passionnant intellectuellement, repris par pas mal d'autres soldats, à tel point qu'on ne sait pas si c'est une seule personne, plein, ou si même il a existé, et comment, d'une sorte de légende alternative, se fabrique un personnage, un slogan, et quelque chose qui va encourager tous ceux qui passeront devant. À tel point que ce Kilroy se retrouve dans le mausolée de la guerre à Washington, gravé officiellement. Donc un petit bonhomme en marge qui est une sorte de... Pas de plaisanterie, justement, c'est quelque chose qui... C'est parce qu'il est par la marge qu'il raconte quelque chose. Ce dernier intérêt pour les graffitis, on l'a vu avec les surréalistes, avec le livre de Brassailles, avec l'intérêt de Dubuffet pour toutes les formes complètement alternatives. J'arrive enfin, dans mon troisième bout, à des artistes qui sont proches du graffiti, qui ne vont pas faire partie de ce mouvement américain. Gérard Zoticamien, qu'on met dans le groupe complètement inventé du in situ. Donc il y a Buren qui fait des rayures, il y a Pignon Ernest qui colle dehors, et puis il y a Zoticamien qui fait une sorte de personnage, de signe comme ça à la bombe, dès 1963 dans la rue, autour de la galerie ou pas, sur des lieux complètement interdits, avec un personnage, une forme qui n'a pas toujours deux yeux, qui n'a pas toujours une bouche, qui est une sorte de, voilà, les éphémères, le peuple des éphémères qui joue avec cet environnement désolé, un peu triste, un peu cassé. On avait vu que Ben aussi s'était amusé à intervenir dans la ville, dans des endroits inattendus, en écrivant des mots. Là, Zoticamien fait quelque chose qui est proche de Dubuffet, une sorte de trace, il est toujours vivant, hein, une sorte de trace de personnage triste, isolé, dans lesquels il y a beaucoup de significations. Si vous avez l'occasion de le rechercher, c'est un univers très simple finalement, mais très complexe, très profond que celui-là. Avec quelque chose qui est voisin de ce qui intéressait Dubuffet dans l'art brut, c'est du mal fait en fait. Mais ce mal fait raconte quelque chose de la fragilité du mur. C'est pour ça que je faisais toute cette histoire de prisonniers, gens qui savent pas dessiner, êtres de passage, réseau par Kilroy entre des gens qui se verront et qui ne se rencontreront jamais, mais qui laissent une trace avant d'entrer dans des lieux dangereux. Voilà, un artiste secret sur la place publique, c'est une sorte de télescopage entre le... C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui de déterritorialisation, c'est comment sortir du territoire de l'art, mais comment sortir du territoire des codes artistiques. C'est pas seulement d'aller interpeller l'art dans un autre endroit, c'est pas seulement de faire des trucs colorés, et c'est pour ça que le tag a l'air pauvre en fait visuellement,
mais il est proche de mouvements, et je finis sur cette partie-là, c'est que les mouvements de revendication politique qu'on a vu passer, les Black Panthers en 67, les révolutions ouvrières dans le monde entier en 67 aussi, en 68, autour de la guerre du Vietnam avec cette belle photo de Marc Ribot, avec cette revendication, je prends l'autre angle des situationnistes, c'est-à-dire une revendication anarchiste, une façon de réfléchir sur la société de consommation dans laquelle on est, se retrouve par la marge sur des pochettes d'albums, avec une pochette exprès moche, puisqu'en plus d'être des alternatifs Rolling Stones, il y a Beggar's Banquet, c'est un des albums double page au-dessus des chiottes avec Rolling Stone rajouté par-dessus, mais un petit clin d'œil mignon, c'est que la chasse d'eau est reliée au rêve de Bob Dylan, donc il y a du message, c'est pas eux qui l'ont écrit, ils l'ont récupéré, mais sans doute que ça a fait partie de leur plaisir à en jouer. Cette revendication politique qui se retrouve dans les affiches et un peu partout, se retrouve aussi dans des combats politiques tout à fait, on va dire, compliqués comme positionnement, c'est-à-dire rejoignez l'armée révolutionnaire armée, c'est une façon de revendiquer quelque chose par le texte, accompagné quelquefois d'images, et qui n'est étudié que comme fait politique. Puisque c'est d'abord sa revendication, l'espace politique, aller voir les autres, leur parler, leur dire de venir avec nous, dans une lutte armée entre Irlandais et Grande-Bretagne, mais qui jamais n'est considérée du point de vue artistique. À tel point que ces éléments, oui, vous voyez la qualité, c'est qu'ils sont assez compliqués à trouver. On pourrait ajouter dès 82, alors que le mur de Berlin date de 61, des gens qui vont peindre sur le mur de Berlin, à la fois leur nom, à la fois, par exemple, pour Noir, en 82, l'un des premiers artistes, et il est français, qui va peindre sur le mur de Berlin. Voilà, Thierry Noir, qui fait plutôt des personnages. Comment exposer ça? Justement, ne pas l'exposer. Une conjonction qui avait entre l'anarchisme du punk et le mouvement graffiti américain. On fait 3 clins d'œil pour finir. La Bush contre le monde en 2001. Une merveille qui prouve qu'on peut taguer juste des mots et puis être plein d'esprit. Voilà les choses que je déteste. 1, le vandalisme. 2, l'ironie. 3, les listes. On est dans quelque chose qui est de l'ordre de la poésie, de l'ordre de la réflexion politique et de l'ordre du jeu. On le retrouve un peu mieux fait. Je n'aime pas beaucoup les gens qui pourrissent nos murs avec des mots. Soit dit en passant, quand on voit le mur lui-même, on a bien fait de lui commander ça, parce que pour coller des choses comme ça, il faut des moyens. En fait, ça ne peut pas se faire en 2 secondes de façon illégale. J'aurais préféré un mur blanc plutôt que cette affiche de merde. On voit très bien que un des enjeux que je n'avais pas évoqué directement, c'est la lutte contre la publicité qui s'est développée partout, qu'on retrouvait déjà chez Buren. Occuper l'espace public, c'est aussi une façon de chasser l'espace marchand. J'en finis avec Vulbo. Voilà, les articles qu'il a pu écrire sur le taxe appartiennent à Violence dans les villes, Les inscriptions de la jeunesse ou Légende des tags. Voilà, on est vraiment dans le rapport sociologique. Qu'est-ce que font les jeunes? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils ont l'air en colère. On va s'intéresser à eux. Voilà, c'est assez long. J'ai besoin absolument de faire ça parce que sinon, vous allez me dire, ça c'est très beau, c'est interdit et c'est très beau. C'est très virtuose. Mais avec ce que je viens de raconter, il faut que ça soit, première chose, si c'est vos débuts d'apprenti tagger, sur un camion, ça circule encore mieux qu'un musée. Il faut écrire sur les 2 faces, parce que s'il passe dans un sens et que ton copain l'a pas vu, c'est dans l'autre. Il faut à la fois une marque reconnaissable, toujours le même nom, anonyme, un mot inventé, en fait, un nom inventé. Mais je ne peux pas en changer à chaque fois. C'est ce qui fait que j'ai retrouvé son nom dans Descente interdite, le seul livre sur les graffitis dans le métro de Karim Boukercha. Il a rencontré, pour avoir été lui-même responsable d'un magazine, Paris Toncar, Carton Toncar, rencontrer les artistes qui font ça illégalement. C'est-à-dire, si on vous attrape en train de taguer quelque chose d'illégal, on fait une photo. On a fait des photos entières de tous les camions, toutes les rames de métro depuis 10 ans, et donc on vous présente la facture. On dit alors, c'est toi? Non, je viens de prendre le nom Safe, je l'avais vu.
Et s'ils trouvent chez vous des carnets d'études, des façons de vous entraîner ou des photos de ce que vous avez fait, c'est sûr que vous allez prendre la punition de 15 ans de pratique illégale. Il y a des éléments, des gens qui ont passé un grand temps à rembourser toutes ces sommes. Et ce qui est passionnant, et c'est là où Karim Bouchercha est un homme passionnant, c'est que essayez de ne pas prendre pour une provocation ce que je vais dire là, c'est qu'il dit la police prend en photo les graffitis sur le métro, la police du métro elle-même prend en charge cette question. Elle est la plus grande collectionneuse de pièces, puisque les graffeurs eux-mêmes, quelquefois, n'ont pas pris la peine de garder des traces de tout ça. Et donc, elle devrait déposer ces pièces à conviction juridique dans un musée. Et effectivement, quand Karim Bouchercha dit ça, c'est à la fois une provocation et en même temps quelque chose qui, pour l'histoire de l'art, fait que les historiens de l'art, si ces pièces policières ne sont pas déposées, on les perdra pour toujours. Alors, on va regarder, c'est très rapide, encore un petit film Arte qui est plus tout à fait visible, on le trouve en DVD seulement, ça s'appelle Photo Rebelle, ça dure, je ne vais pas laisser les 7 minutes, et ça va nous permettre de comprendre comment, c'est sur Arte Creative, on le trouve en DVD, on le trouve sur YouTube en allemand, il me semble, comment non seulement cette pratique fin des années 70 s'est développée, mais aussi comment deux photographes ont eu l'idée de les garder. To me, that's the spirit of all of the inventiveness that took place in the 70s and the spirit of hip hop is that, you know, young kids are making do with their own. That's where, you know, breakdancing, when it evolves, the same thing. And of course, the people riding on trains, you know, competing to do something beautiful. Vous notez qu'il ne s'agit pour le moment que d'écriture, en fait, du nom de celui qui va graffer. Et ça m'intéresse, même si les images arrivent, de continuer sur ce sujet-là. Now, when I came along, 70s, early 70s, that's what I was seeing on the trains. And so already I was going, you know, like, wow, look at that. That's amazing. Look at what the kids are doing. So these are some of the things I took. These are kind of early pictures of, you know, early style. I love this one. It has those elements of psychedelia that we were talking about before, you know, all these little, the shape of the letters and the stuff going on, the designs and the stars and the little decorative doodads, as Sean would call it. This photo I like to show because everybody says, oh, graffiti, big crime, you know, vandalism and everything. But the fact is, from the point of view of, you know, from the big picture, the biggest crime was the abandonment of neighborhoods by both the federal government and the local governments. I have no patience with people who really, you know, complain bitterly about graffiti and as such a big problem. Because the context is this. So
one day I was riding up to the Bronx, and in the center track was parked, it was on a weekend, so they parked trains in the center track. And there was Lee's Merry Christmas monodock train, 2 whole cars, married couple. So I thought, oh my God, I've got to get that train. I got down onto the catwalk between the stations. So it was far enough away to take the 2 whole cars in about 12 shots. So I did that and moved as you do. And when I took that film home and got it developed and spliced it together, I realized that this was the way I should do it. So that became my technique and my modus operandi. On y reviendra. Il veut dire par là qu'il a inventé un système pour pouvoir prendre en photo la longueur de tous ces éléments. J'y reviendrai parce que cette question du contexte de cet endroit, puisque ça commence à Philadelphie, et que les images qu'on peut montrer, le premier à s'intéresser à ce sujet va être Norman Mailer, en 1974, un livre avec ce qui est tout aussi important que le graffiti, ce sont les feuilles sur lesquelles on s'entraîne. Et pour préciser le vocabulaire, le tag, c'est vraiment le nom, c'est juste le nom, avec c'est là où je dis qu'il y a peu d'intérêt, c'est que on va, pour l'histoire de l'art, on va habituellement plutôt privilégier des pièces, des fresques, des choses très élaborées. Le tag n'étant que la signature dans laquelle, si on cherche l'invention, il y a celle d'inventer un nom, il y a celle d'inventer un graphisme qui va, si vous le regardez bien, avec le fait de ne pas lâcher le crayon, puisqu'il faut aller très très vite pour ne pas se faire arrêter, c'est complètement interdit, et qu'on va même aller jusqu'à fabriquer des outils. Pour prendre un exemple simple, si vous prenez une bouteille de cirage avec une petite éponge au bout, si vous retirez le cirage, vous mettez de la peinture dedans, vous allez avoir une éponge avec laquelle vous allez pouvoir peindre, qui quelquefois est ronde, quelquefois est triangulaire. Entre ce tag qui s'appelle marque signature et entre ces pièces qui sont très élaborées, on va appeler ça throw-up ou flop, ce qui est le plus pratique. Ce sont, avec un style bubble, c'est-à-dire ce sont des écritures qui sont un peu plus élaborées. Elles sont là, par exemple. C'est une écriture qui est plus colorée, pour laquelle il va falloir plus de temps pour la réaliser. Celle-là est tout à fait passionnante parce qu'elle est faite par Bando, un artiste qui va faire découvrir le graffiti à Paris, mais qu'il l'a découvert aux États-Unis. Si elle s'appelle Altona, c'est parce qu'il nous manque un élément concret, comme souvent dans l'invention. C'est le nom de la marque de la bombe qui va être plus couvrante, qui va permettre par l'aérosol d'aller plus vite. Donc votre repère pour la mission que vous acceptez, c'est celle de différencier un tag qui est juste l'écriture. Vous pouvez ainsi dire, moi j'aime bien les pièces plus importantes, plutôt que... Alors les block letters, c'est tout à fait intéressant, c'est l'idée que c'est un rectangle, le bloc, et qu'on va juste peindre le vide. Avec des rouleaux, et vous l'avez peut-être vu sur les autoroutes, on va avoir des block letters qui doivent être très 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 grands, avec des rouleaux sur des manches, qui permettent de faire beaucoup plus que juste un simple tag. La difficulté de la valorisation du tag, et il va falloir que j'aille jusque-là pour finir aujourd'hui, avant d'aller sur ces créations avec les premiers noms connus, c'est-à-dire Sin qu'on vient de voir passer, vous voyez, S2EN, avec un univers qui est très BD, très comics, très Hanna-Barbera, Tom et Jerry. Vous avez vu, il y a un Père Noël, c'est très, très mignon. En fait, on a quelque chose de vandale, mais qui part d'un univers des médias concrets, connus par ces gamins, qui vont nous donner des choses qui, quelquefois, sont des écritures très, très élaborées, à la limite de la reconnaissance visuelle. Quelquefois, vous voyez qu'il y a le nom écrit, le remplissage avec la couleur, vous voyez, un petit volume pour qu'on ait l'impression qu'elle est en bubble, comme une bulle de chewing-gum, avec des petits reflets, des éclats, des textes qui sont tout autour, des petits pétillements tout autour, de la ville quelquefois.
des éléments visuels à d'autres. Et puis, dans ce vocabulaire, puisque c'est aussi de l'entre-soi, on va regarder ce que font les autres. À cette époque, il n'y a pas beaucoup de photos, hein, c'est plutôt de la photo argentique, et donc c'est Henri Chalfant et Martha Cooper, sur lequel il y a un documentaire sur Arte en ce moment, qui vont être les premiers à avoir l'idée de prendre en photo tout ce que font ces gamins, puisque ça passe sur un métro, et puis c'est effacé par petit à petit. Pendant quelques années, c'est pas très effacé, et puis après, la municipalité de New York pense que c'est une mauvaise image de New York, et donc va passer son temps à l'effacer, à mettre beaucoup d'argent pour ça, beaucoup emprisonner. C'est comme ça que le mouvement du graffiti des débuts va un peu ployer. Mais l'intérêt fort de cet entre-soi, c'est qu'on va avoir du vocabulaire. Par exemple, ici, il s'agit d'un wall art, c'est-à-dire c'est une des premières fois qu'on va peindre la totalité du wagon. Vous remarquez, c'est tout à fait ennuyeux du point de vue usager, c'est peint sur les vitres. Par contre, on va avoir une surface qui explique le montage d'Henri Chalfant pour pouvoir, par des photos, rendre compte de tout ça. Un univers autour de l'écriture d'abord, un univers autour d'un monde pop, on pourrait dire ça. Il y a quelque chose à voir avec les médias, le graphisme des chewing-gums, le graphisme des fringues, une façon de détourner le monde du sport, et une façon pour ces premiers gamins d'entrer dans des lieux illégaux. Dandy, c'est un des tout premiers qui va être reconnu pour ça, pour recouvrir des trains, pour montrer dans la ville leur travail. En effet, Chalfant l'a dit, une ville finalement pas mal colorée par ce moyen. Je vous rappelle aussi que le métro, ça c'est Chalfant qui le fait remarquer, mais les graffeurs le font remarquer aussi, c'est que si vous ne faites qu'une face, il n'y a qu'une partie de la ville qui le voit. Et donc, il dit, je me retrouve dans des gares, je vois passer, j'attends pour prendre en photo une pièce de Dandy, son nom. Et puis, pour pouvoir avoir l'autre face, il faut que le métro aille jusqu'au terminus et reparte dans l'autre sens. Et il dit, j'ai lu à peu près tout Dostoïevski l'été 77, ou un truc pas loin. Voilà, l'idée, c'est que ce sont des images à partir de textes, compliqués, éphémères. Selon un critère, on a retrouvé après avec Dandy des esquisses dessinées, puisque ça va être dans l'entre-soi, dans la copie, qui font que petit à petit, on va fabriquer un type de typo plutôt qu'un autre, avec des légendes, des noms qui ressortent plus du lot que d'autres. Ramelzi, que voici, Sin, qu'on a vu tout à l'heure, avec une sorte de vocabulaire, voilà. Sin le fait depuis 73, une des premières photos qu'a fait Chalfant, c'est Sin, qui raconte que son père, il lui fout des trempes quand il rentre chez lui, qu'il est en train de traîner, qu'on est vraiment proche de la délinquance, en fait, avec des gens qui, il me semble bien, avant même que ça devienne un mouvement hip-hop, sont dans l'action positive aussi, à se défier, recouvrir, s'exposer au danger. Voilà, on a phase 2, phase 2, qui va se retrouver un peu partout, dont il faut que le style, en plus, entre eux, c'est là où c'est très très différent du street art. Le street art, c'est les réseaux sociaux, donc c'est pas un truc vandale interdit. Et puis, il s'agit plutôt de défier les concurrents sur une zone de territoire, sur une rue, un quartier, une ville entière, et donc produire beaucoup très vite avec des moyens très limités. J'y reviendrai après-demain. Jean-Michel Basquiat, on dit qu'il vient du street art, non. On pourrait dire par contre qu'il vient du tac, c'est-à-dire qu'en tant que poète, en tant que jeu avec la situation, il est celui qui écrit sur les murs à ses débuts. Et le petite illustration du texte de David Brun-Lambert montre bien que c'est à la fois la culture du punk rock à New York et celle du Bronx que réunit Basquiat. C'est pas du tout, il va dormir dans la rue, mais c'est un peintre de toile. C'est aussi un peintre qui admire Warhol. C'est un peintre qui a une culture, en fait, on le verra après-demain. Mais dans ses débuts, quand il signe Samo, les images sont un peu petites, ce sont une façon par des slogans, d'interpeller le monde autour de lui. Voilà, Samo ne cause pas des cancers sur les animaux de laboratoire. Samo
appelé avant-garde. Celui-là va être à côté d'une galerie d'art contemporain. Voilà, Samo pour Same Old Shit est une façon d'interpeller le monde qui vit autour des lieux où le texte est peint. Et dans le Jean-Michel Basquiat qu'on connaît plus, notamment ce chef-d'œuvre de 82, Boy et Dog in a Johnny Pump, on verra ce que c'est, on a encore des traces du tag, en fait, des traces d'écriture qui vont se retrouver biffées, recouvertes. Pas seulement, il ne s'agit pas seulement de la coulure, il ne s'agit pas de l'univers de la rue, un gamin, un chien, une pompe à eau, mais aussi celui de la peinture immédiate. Même chose chez Keith Haring, qui va être rapproché du monde du graffiti, puisqu'il commence à dessiner à la craie dans le métro sur les panneaux noirs, qui sont des panneaux qui effacent la publicité éphémère. Il va se retrouver à discuter et à interpeller tout le monde. Mais dans l'univers de Keith Haring, on peut penser ici en décoration sur le corps de Grace Jones, ou ici dans la galerie qu'il a fabriquée à Manhattan, dans son pop shop. Ce sont Keith Haring et Jean-Michel Basquiat qui vont faire entrer l'univers de cette peinture de rue dans le monde de l'art. Warhol va être pas loin. Mais ce qui m'intéresse de montrer en amorce aujourd'hui, c'est que dans les deux cas, Keith Haring, ici par exemple, on est dans quelque chose qui est pas loin de l'écriture, pas loin du signe écrit, pas loin du signal qui vient détourner ce qui est autour de nous. On mettra avec Kenny Scharf, qui fait plutôt des personnages très colorés, on va pas dire autre chose, mais dans lesquels il y a des sortes de formes de texte partout, tout le temps. Plutôt des figures, mais qui, une fois passé l'effroi de se dire « Waouh, c'est quand même violent, un peu dessin animé et Toons », si on le regarde comme quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture, il me semble qu'on y voit quelque chose d'intéressant aussi. Les murs recouverts de plein de choses qui donnent une espèce de matière sur laquelle faire sortir quelques signes plutôt que d'autres. C'est l'ancêtre du fond actif pour ceux qui font de la peinture. C'est comme si je peignais une image par-dessus un Jackson Pollock. Et dans la façon dont Kenny Scharf peint sur un mur, on voit qu'il part d'un élément qu'il peint, puis il emboîte des éléments sur des éléments sur des éléments sur des éléments pour atteindre l'ensemble. J'en viens à ma conclusion du jour. Un des princes, il s'appelle Futura 2000, un jeune gamin finalement qui va signer son nom au début, mais qui va faire une synthèse qui nous intéresse au plus haut point dans l'histoire de l'art, à la fois parce qu'elle est géniale et qu'elle est non consciente. Voilà, ses débuts, on est autour de 85 avec son nom. Même rigolo de voir que le nom 2000, pendant longtemps, c'est comme Optique 2000 a symbolisé la modernité et Futura va avec. Voilà, aujourd'hui, ça ne marche plus. Futura 2020, Futura 3000, il faudrait dire ça, il est encore vivant. Hein. Il expose en galerie. Voilà. Sa recherche de lettres et de textes passe d'un tag simple à des throw-ups, des choses un peu plus élaborées, avec des jeux de reflets, de couleurs, avec des jeux d'illisibilité. Parce qu'il le précise dans une interview de 2014, j'allais à l'école, sur le chemin, je pensais à un nom et une signature. C'était comme une publicité pour moi-même, pour 2 mois plutôt, si je peux le redire autrement. Voilà, un autre mur à New York en 81. J'étais un ado, j'allais à l'école en métro, je voyais tous ces pseudos écrits sur les murs et les trains, et à chaque fois je me disais, waouh, c'est super, j'aimerais faire la même chose moi aussi, c'était très excitant. Pour un gamin de 15 ans, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, sur des murs qui sont assez moches. Hein. Je fais exprès de ne pas montrer que des belles réussites, parce que c'est, à mon avis, l'essence de Stag d'être dans le recouvrement, dans la saturation, dans quelque chose qui vient éclater, puisque Futura va peindre avec Dandy et avec Zephyr. Les voici, en train d'être dans la pose, le style, les fringues, on est des beaux gosses. Par contre, ce qui devient passionnant, et c'est ma conclusion, je vous libère, c'est que Futura va être un des premiers wall art, donc la totalité d'un mur, à peindre non plus de l'écriture ni du texte, mais à peindre des choses abstraites, qui sont plutôt ça, ce que va faire Futura 2000. Donc j'y glisse vers du signe, vers du signal, des jeux, vous voyez, avec le pchit, on a des effets de flou qu'on n'aurait pas avec un autre matériau. Moi, je suis prof de dessin peinture, si on me donne une bombe, c'est pas fastoche, parce qu'il y a un degré de pchit et un degré d'éloignement.
une taille de tête, de cap, qui fait qu'on a des trous petits ou grands qui permettent de recouvrir des surfaces plus ou moins grandes. Voilà, ce que dit Futura 2000 qui est passionnant. Quand j'ai commencé à faire des peintures en 79-80, les gens me comparaient à Kandinsky, faisaient des références à d'autres artistes de l'histoire de l'art dont je n'avais jamais entendu parler. Voilà, c'est deux univers qui se télescopent, parce que dans les galeries, voilà un détail de sa pleine page, ce qui est en train de se jouer, c'est la réunion aux États-Unis du travail de Pollock, en fait, de l'expressionnisme abstrait qu'on avait laissé depuis les années 60, réinvesti sans le savoir par des jeunes gens qui n'ont pas de formation. Bando qui va faire venir cette culture-là en France, qui n'ont pas de formation et qui donc réunissent entre eux l'histoire de l'art. On dit Kandinsky, c'est Kesselring qui va faire découvrir cette histoire de l'art à Futura 2000 en disant mais en fait ce que tu fais ça vient d'une histoire ancienne, en fait ça vient de quelque chose qui a été fait par Pollock avant, le jeu d'éclaboussure, le jeu du spray, le jeu du geste qui déborde le support et qui font que on a une continuité bien plus forte qu'on ne l'imagine. Donc on a Sin, Bando, je disais les débuts de Warhol et ce qu'on retrouve ici avec Futura 2000, une aventure incroyable. Voilà, quelqu'un comme Kesselring m'a aidé à percer, il m'a recommandé dans des galeries new-yorkaises parce qu'il connaissait l'histoire de l'art, il connaissait le vocabulaire qui permet, je vais le dire comme ça, de l'artification, qui permet d'être reconnu. Parce que ce qui arrive à Futura 2000, en voici aussi, qui est tout à fait fou, c'est que les Clash, le groupe anglais, se retrouve en tournée aux États-Unis. On va les lier au punk, le rencontre et lui demande de venir en tournée avec eux pour peindre sur scène derrière eux en 85 pendant qu'ils font leur tournée. Il va enregistrer un 45 tours seulement, ce qui lui paraît complètement fou, et qui fait qu'il va se retrouver au cœur des galeries. Il est ici avec Kesselring d'un côté et avec ici Cano et Dondi. Je n'y connaissais rien en art, je ne tentais pas de faire la transition entre la rue et les galeries d'art, mais des gens comme Kesselring et Jean-Michel Basquiat la faisaient. Me voici donc au Louvre, la transition est faite. Et nous verrons demain quelqu'un qui fait cette transition encore plus fort dans le jeu d'écriture, c'est-à-dire une écriture qui devient une espèce de tag, enfin un tag qui devient une espèce de peinture, qui devient un jeu de recouvrement, qui fait qu'on se retrouve avec John Wan donc dans une peinture qui est presque la synthèse de Pollock et de l'écriture. Une petite remarque avec un cinéaste, Stan Brakhage, qui est un des fondateurs du cinéma expérimental. Qu'est-ce qu'il fait? J'en ai déjà parlé, mais là, il y a un lien très fort. Il va être le premier à peindre sur la pellicule, directement sur la pellicule, pour avoir des images, alors qui sont d'une grande beauté, mais qui sont quelquefois de la couleur, des morceaux d'arbres filmés dont on a transformé par le jeu de chimie la couleur, quelquefois de la chimie elle-même, c'est-à-dire des coulures sur la pellicule directement. Il ne va pas filmer des couleurs, mais il va être un peintre de pellicule. Il va penser la pellicule comme un support, jusqu'à mettre des feuilles d'arbres, des végétaux. Et là, j'en viens à ma grande question qui m'amènera jusqu'à demain. Est-ce que c'est de l'écriture, ça? Est-ce que c'est de l'écriture, ça? Est-ce que quand il peint de cette façon-là, on est en 94, Black Ice, est-ce que c'est, il est mort il y a très très peu de temps, est-ce que c'est ce recouvrement, ce jeu de traces qui font que si vous êtes épileptique, vous ne regarderez pas des films de Stan Brakhage? Si vous aimez la peinture de Sam Francis ou la peinture américaine abstraite, vous allez trouver ça merveilleux. On n'est pas loin du vitrail, on n'est pas loin de la projection, avec quelque chose qui est fait à la main, en fait, sur une surface qui n'est pas faite pour ça. C'est grand comme ça, il faut 24 images par seconde, c'est très long. Voilà, Brakhage, c'est l'occasion de questionner ce qui est à la fois de l'écriture, de la couleur, et donc, par ce jeu de recouvrement, qu'est-ce que c'est qu'un signal? À demain. Une question. Oui, l'ouvrage de bataille sur Lascaux réédité, une petite merveille. Est-ce que c'est de l'écriture quand on met des feuilles superposées? J'espère que j'aurai la réponse d'ici demain.